De votre fidélité au programme de l'Intelligent TV. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de votre émission L'invité. On parlera de culture, notamment de la cérémonie de distinction des acteurs culturels ivoiriens de la diaspora à l'abrégé d'ACID. C'est une initiative de l'association des managers, producteurs, promoteurs de spectacles et concepteurs de la diaspora. AMPPC Diaspo, c'est prévu pour le 9 décembre 2023 à Paris, dans la capitale française. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau El Magnifico, à l'état civil, c'est Kaibé Constant. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du comité d'organisation de cette activité. Dites-nous d'entrée, de quoi s'agit-il concrètement? Alors déjà, merci. Merci de me recevoir. Et donc, c'est la DACID. C'est une grande cérémonie de distinction des acteurs culturels ivoiriens de la diaspora. Voilà, donc en gros, nous allons valoriser, nous allons primer, nous allons récompenser les acteurs culturels de la diaspora, ceux qui ont œuvré toute cette année 2023. Donc, janvier, décembre 2023. Alors, nous sommes à la première édition. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la genèse de cette cérémonie? Comment est-ce qu'elle est née? Alors, donc, l'association des managers, producteurs, promoteurs et concepteurs, qui est la MPPC, accompagne les promoteurs, les producteurs dans leurs activités. Et donc, beaucoup voulaient qu'on organise des événements. Et nous, on a passé les 2 premières années à institutionnaliser notre association. Donc, avec des appuis ici au ministère de la Culture, dans tous les ministères. Et donc, organiser des événements tout le temps, ce serait concurrencer nos membres. Et donc, il y a peu de temps, le président Marc Westphal a eu l'idée de cette d'ACID, de cette cérémonie de distinction. Et c'est comme ça, elle dit, c'est lui qui nous a proposé. Et puis nous avons tous adhéré sur l'idée de faire cette grande cérémonie pour récompenser les acteurs culturels de la diaspora. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, la première édition, elle est prévue pour le 9 décembre à Paris. Est-ce qu'on peut avoir une idée des grandes articulations de cette cérémonie? Comment est-ce que ça va se passer? Alors, donc, on aura un format en 2 temps. Voilà, de 14h à 18h, on a une petite partie scientifique où nous avons mis les musiques mondaines de Côte d'Ivoire à l'honneur depuis 90. Donc, il y aura des conférences. La première, c'est sur le Zigei, qui sera dirigé par Boni Raes et Saint Polo, qui était le petit de Pololo. Donc, Saint Polo qui vont animer cette partie. La deuxième partie, le Zouglou, qui sera dirigé par Opokunti, l'un des créateurs du Zouglou. Et puis la troisième, ce sera Lino Versace qui va nous parler du coupé décalé. Alors, ça sera que de la communication, des panels, ou bien il y aura des prestations artistiques? Oui, il y aura également des prestations artistiques dans les intervalles, mais il y aura un panel sur les musiques modernes de Côte d'Ivoire des années 90 à nos jours. Alors, parlant d'artistes, est-ce qu'on peut avoir des noms avec vous? Il y aura qui comme artiste ce jour-là? Bon, alors, l'orientation, c'est pour cette première édition de mettre en valeur les artistes ivoiriens de la diaspora. Les meilleurs. Et donc, je ne peux pas citer de nom pour l'instant, mais nous avons les cibles. On sait ceux qui ont beaucoup travaillé cette année. Donc, ce sera vraiment des artistes de la diaspora qui seront à l'honneur. Alors, vous avez dit la cérémonie consiste à primer, à récompenser les acteurs culturels ivoiriens au niveau de la diaspora. Il y en aura combien au total? Alors, nous avons les quatre catégories, managers, producteurs, promoteurs, concepteurs. Nous avons ajouté les devanciers. Ça fait maintenant 5. 5. Et les mécènes. 6. Et la 7e, ce sont les artistes. Donc, encore, comme je vous l'ai dit, nous sommes vraiment en train de travailler pour finaliser un peu tous les critères. Il y aura certainement 2 récompenses par catégorie. 2 récompenses par catégorie, voilà, on a 7. Et donc, on aura autour de 14. Autour de 14. Et les critères ne sont pas encore définis, c'est ce que vous avez dit? On sait les grandes lignes des critères, c'est-à-dire 2023. Voilà, on ne s'occupe pas des événements antérieurs, c'est 2023, janvier à décembre, ça c'est clair. En 2, notre credo, c'est de dire aux promoteurs de sortir de l'informel.
Et donc, on ne récompensera pas un acteur culturel qui n'a pas de cabis, qui n'a pas de licence. Voilà. Alors, à votre avis, pourquoi ils sont toujours dans l'informel? Ben, ils sont toujours dans l'informel parce que peut-être qu'ils s'y retrouvent, peut-être parce qu'ils n'ont pas envie de franchir un palier au-dessus. C'est très communautaire en fait. Donc il y a quelques promoteurs maintenant depuis quelques années qui essaient vraiment de sortir de l'informel, qui font de grandes salles, qui ont fait leurs papiers, qui ont fait leurs documents. Quand ils arrivent à l'ambassade d'ici, quels que soient les artistes qui sollicitent, il y a toujours le visa parce qu'ils ont compris qu'il fallait se structurer. Et donc c'est ce qui va d'ailleurs monter notre musique vers le haut. Donc quand on prend des grandes salles, on est à la lumière et les Européens aussi commencent à avoir l'œil sur nous. Alors, vous avez parlé de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France. Est-ce qu'elle elle va intervenir dans l'organisation de cette cérémonie? Si oui, à quel niveau concrètement? Alors déjà, je voudrais profiter de votre antenne pour remercier l'ambassadeur, parce que depuis qu'il est ambassadeur en France, il est accessible. Donc, il a vraiment rendu la fonction accessible. On le voit. Et quand on le sollicite, il se rend disponible. Et donc nous l'avons sollicité, nous l'avons approché. On espère qu'il répondra favorablement et on espère qu'il sera là. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir avec vous, est-ce que vous pouvez nous édifier sur le poids de la musique ivoirienne en France? Alors la musique ivoirienne en France, elle reste communautaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire les BT, quand il y a une soirée BT, les BT sont là, les Baoulés, les Gula, ça reste vraiment dans la communauté. Elle n'est pas encore sortie, mais il y a beaucoup d'artistes. Pourquoi elle n'est pas encore sortie, elle reste jusqu'à ce jour communautaire? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas eu la possibilité de sortir pour prendre les grandes salles. Vous savez, le problème qu'on a, je vais bien vous expliquer. Aujourd'hui, quand vous prenez une salle en France, quel que soit le prix de la salle, les gens arrivent à 2 h du matin. Et c'est le gros problème qu'on a dans la diaspora. L'heure n'est pratiquement jamais respectée. Et ce n'est pas dû aux promoteurs, ce n'est pas dû aux artistes, mais les gens arrivent à 2 h du matin. Alors qu'on met de 21 h à 5 h. Et donc, on est obligé de faire ce qu'on devait faire en 7 h, en 3 h. Et donc, ça fait que souvent les artistes ne jouent pas assez. Et donc, ça, c'est vraiment un gros problème. Et donc, pour pallier à ça, moi, j'ai proposé depuis 2-3 ans à ce qu'on fasse les préventes, que les tickets soient vendus en avance. Comme ça, quand la salle est pleine, on peut faire jouer les artistes. Voilà, donc c'est ça. Donc, depuis peu de temps, les artistes, certains promoteurs ont pris des salles homologuées, des grandes salles. Donc, le créneau, c'est carré, quoi. C'est 18 h, 23 h. Là, dernièrement, j'ai présenté le dernier Judy Siro. À 20 h, on avait déjà du monde. Et donc, si on pousse à ce niveau-là, la musique va aller de l'avant. Parce que c'est ce genre de format de salle qu'il faut prendre pour que les gens viennent regarder vraiment des concerts, vraiment des spectacles, et puis pour que les gens se rendent compte de ce qu'est réellement la musique ivoirienne. D'accord. Est-ce que l'activité de manager, est-ce qu'elle est rentable en France? Bon, après, ça, c'est relatif. Il y a manager et puis il y a tourneur. Le manager, c'est celui qui fait un plan de carrière pour un artiste, par exemple, ou pour un restaurant, ou pour un établissement, une boîte de nuit. C'est un manager de discothèque. Le manager d'artiste, lui, c'est celui qui fait un plan de carrière pour un artiste. Donc après, ça dépend si son artiste est en vogue ou pas. Le manager de discothèque, si la discothèque est en vogue. Donc sa rentabilité dépend de la popularité ou de la forme du moment de l'artiste, c'est cela? Voilà, c'est ça. Du plan qu'il aurait fait pour l'artiste. Parce qu'il faut, c'est ce que j'ai dit, il y a 3 managers d'établissement public, boîte de nuit, manager d'artiste, lui fait un plan pour l'artiste. Il y a le tourneur. Lui, je pense qu'eux, ils sont un peu plus rentables. Parce qu'eux vont venir, on va dire par exemple, c'est Didi B qui marche en Côte d'Ivoire. Il prend contact avec le staff de Didi B, il fait un plan, il arrive, ils se mettent d'accord, et lui, il a un pourcentage sur le cachet de l'artiste. Et il met une annonce pour dire, ma structure fait venir Didi B, par exemple, pour 2 semaines.
Et plus il y a de dates, plus il prolonge la tournée. Et ça, je crois que ceux-là s'en sortent. Et ça peut rapporter combien comme ça dans le mois? C'est en fonction du poids de l'artiste et c'est en fonction du cachet. Pour un artiste en vogue, quand on est manager d'un artiste en vogue, on peut avoir combien comme ça dans le mois? Bon, après, ça dépend des cachets. C'est ce que je dis toujours, ça dépend du cachet de l'artiste parce qu'ils sont au prorata, ils sont en pourcentage. Par exemple, un artiste qui touche 5 000 euros, vous comptez 20%, c'est ce qui est réglementaire, hein, 20% pour le manager, pour le tourneur. Donc, 20%, ça fait quoi? 10, c'est 500. Oui, à peu près 500, 800 euros, 500 000. Quoi. D'accord. Est-ce que par cachet. D'accord. Est-ce qu'autour de cette activité-là, il y a le trafic de visas et autres? Bon, ça, je suis très mal placé pour répondre à ça. Et donc, je préfère éviter ce genre de questions parce qu'après, ça indexe certaines catégories de promoteurs. Donc, je préfère éviter. Et ça dit que ça existe. Quand vous dites que après ça indexe certaines catégories de promoteurs, est-ce que ça voudrait dire que ça existe vraiment? Je ne peux pas dire que ça existe parce que j'en ai pas vu moi personnellement, non. D'accord, d'accord. Alors vous personnellement, vous êtes dans l'animation, oui. Dans l'événementiel depuis très longtemps. Oui. Quels sont vos bons souvenirs? Ah, on a eu le Zénith le Zouglou, Zénith 96. On a Magic System à Salfo qui fait notre fierté. Et à chaque fois que des artistes ivoiriens voilà, le dernier Yodé Sirou par exemple, je crois que c'est l'un des plus gros, l'un des plus beaux concerts depuis une bonne vingtaine d'années. À côté des bons souvenirs, il y a aussi des regrets? Oui. Moi, j'ai raté un gros Bataclan, par exemple. Expliquez-nous comment ça s'est passé, ce raté? Bon, on travaille avec un staff, on fait confiance à tout le monde, et puis après, on se rend compte qu'à la dernière minute, que tout le monde ne fait pas ce qu'il devait faire, et tous les artistes n'arrivent pas, et bon, bref, c'est un très très mauvais souvenir. Alors, il y a des jeunes qui veulent devenir comme vous, qui veulent devenir des managers, des producteurs, des promoteurs. Quels sont les conseils que vous avez à donner à ces jeunes-là? Bon, déjà, il faut se former. Il faut se former. Pour tout ce qu'on veut faire, il faut se former, il faut apprendre. Et beaucoup ont appris sur le tas. Ça, c'est bien. Mais après, il faut se former pour avoir un peu l'intellect. Maintenant, pour produire un artiste, bon, c'est un feeling. Hein. Peut-être que si on veut être perfectionniste, on veut peut-être quelqu'un qui a une voix, s'il a une belle voix, ou alors si c'est un bon danseur, ou alors s'il présente bien. Il y a beaucoup de critères qu'il peut faire. Mais après, cela ne suffit pas. Voilà, pour être un vrai producteur, il faut faire comme David Monceau, je le cite, parce que pour moi, c'est un exemple. Oui, c'est un modèle. C'est un modèle, David Monceau. Les gens ne le disent pas assez. Moi, je le dis. David, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que c'est quelqu'un qui s'est pris au sérieux depuis le début. Ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît, mais depuis le début, il est dedans. Il était à Next Music, c'était Gagui Sely, c'était que des grosses pointures. Et c'est une machine, quoi. Quand tu dois faire la promo d'un de ces artistes, c'est la machine derrière, quoi. C'est pas 20 000 euros, c'est vraiment des millions qu'il met. D'accord. El Magnifico, vous êtes résident en France. Oui. Ça vous fait combien d'années maintenant? Un peu plus de 40 ans. Un peu plus de 40 ans. Ouais. Et comment est-ce que votre histoire avec l'Europe débute? Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui avait un peu, comme on dit avant. Donc, nous, très jeunes, on partait. Le premier est parti dans les années 78. Après, et dès que tu as un petit niveau d'études, allez hop. Et donc, on est parti, on est une dizaine là-bas. Et donc, j'arrive en tant qu'étudiant, je me retrouve dans une chambre. Bon, il y a beaucoup d'anecdotes. Hein. On n'était pas arrivé dans les grandes maisons hein, tout de suite. Hein. On était étudiants, donc c'était vraiment la galère. Quoi. Au début, c'était difficile, très difficile. C'était très difficile au début. C'était à quel niveau exactement? Financièrement, parce qu'on était des étudiants. Aux 40 ans, vous arrivez sur mon âge, vous avez vu. On était des étudiants, on était jeunes. Et puis on aimait la frime, on aimait... il y avait beaucoup de choses. Voilà, on sortait beaucoup.
alors que les parents nous avaient amenés pour étudier, mais dès qu'on avait un bout de temps pour sortir, on sortait. Moi, surtout, les discothèques m'intéressaient, les boîtes de nuit m'intéressaient. J'étais tout de suite vraiment plongé intéressé par ce milieu, quoi. Ça vous a influencé forcément. Voilà. Et donc, j'avais des repères aussi, des gens qui travaillaient bien. Et voilà comment on a commencé. D'abord parti pour les études. Et puis, j'ai fini professeur de tennis de table. Vous avez vu, ça n'a rien à voir. J'ai fait la fac des sports d'Orléans. Et puis, pendant que j'ai commencé à enseigner, j'ai donné des cours pendant 12 ans au Palais des Sports d'Orléans, donc en tant que professeur de tennis de table. Et puis, pendant que j'étais dedans, je faisais aussi quelques animations, quelques productions d'événements. Et puis, c'est là que j'ai vu que on fait un événement. Par exemple, j'ai fait l'une des premières soirées étudiantes, des soirées black à Orléans, dans les années 86. Mais c'était beaucoup d'argent. Parce que les Noirs, on les comptait au bout de... Donc, quand on dit soirée black, tout le monde venait. Et c'est comme ça que c'est parti. Parce que, bon, à chaque fois qu'on faisait un événement, au lieu d'attendre les 500 000 de papa à la fin du mois, là, j'avais vraiment beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que j'ai décidé de rester dedans. Et donc, au départ, je faisais venir des animateurs de Paris. Et puis, à un moment, j'ai commencé à m'essayer moi-même. Puis les gens me disaient, mais oui, mais t'es mieux, t'es bien. Non, 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 on va prendre telle personne. Mais non, mais t'es mieux que lui. Et c'est comme ça, à partir de 86, je suis resté dedans. Et après, on m'appelait à gauche-droite pour animer des événements et je suis resté dedans. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous avez connu d'autres pays en dehors de la France? Bon, l'Europe. On va dire plutôt l'Europe. J'ai un festival que j'anime régulièrement depuis 15 ans en Suisse. Si on peut le nommer, Doudou Sticker de Genève, le festival des musiques d'ici et d'ailleurs. J'ai fait aussi Yverdon-les-Bains en Suisse, la Belgique, mais pas pour s'installer, mais pour animer, pour revenir. Justement, quand vous parlez d'installation, est-ce que vous comptez revenir et vous installer en Côte d'Ivoire? Oui, je prépare mon retour. Comment est-ce que vous préparez ce retour-là? Oui, j'ai commencé, et ça va vous surprendre, par les plantations des forêts. Voilà, on nous a laissé un patrimoine forestier, mon père, et j'ai commencé à prendre goût. Parce que j'arrive au village, je vois, j'ai telle plantation, j'ai fait de l'EVA, un peu de riz, du cacao. Et donc ça m'intéresse. Donc j'essaie je pense que je vais faire une ferme et puis me retrouver dedans, me couper de tout. Ça va prendre encore beaucoup de temps, beaucoup d'années? Non, c'est dans très peu de temps, je pense. Dans très peu de temps. D'accord, j'ai bien noté. Alors, El Magnifico, nous sommes à la fin de cet entretien. Qu'est-ce qu'on devrait retenir de la cérémonie de distinction des acteurs culturels ivoiriens de la diaspora? Alors, il faut retenir que c'est une première. C'est une première dans la diaspora, et avec des critères qui seront simples et clairs, lisibles. Et donc, j'invite tous les annonceurs, vraiment les sociétés d'ici ou d'ailleurs, hein, d'Abidjan ou même de France, tous les promoteurs à nous rejoindre à la MPPC et puis qu'on soutienne tous la DACID pour qu'elle soit pérenne. On veut vraiment pérenniser cette activité. Et la MPPC, elle existe, ça fait combien d'années maintenant? 6-7 ans. 6-7 ans. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. El Magnifico, merci d'avoir répondu à notre invitation pour nous donner toutes ces informations relatives à la cérémonie de distinction des acteurs culturels ivoiriens de la diaspora. C'est une cérémonie qui est organisée par l'Association des managers, producteurs, promoteurs de spectacles et concepteurs de la diaspora. C'est prévu pour le 9 décembre 2023 à Paris, dans la capitale française. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur l'Intelligent TV pour un autre numéro. Au revoir.